Dans une séquence qui a stupéfié le monde, Xi Jinping et Vladimir Poutine ont été surpris, micro ouvert, en train d'évoquer un allongement possible de la vie grâce à des greffes d'organes répétées. C'est un peu comme si vous enquêtiez sur un meurtrier. Vous savez qu'un crime a eu lieu, puis vous tombez sur une vidéo où le meurtrier se vante de ce qu'il a fait et exprime même sa satisfaction. Depuis plus de 20 ans, ici à The Epoch Times, nous révélons comment le Parti communiste chinois tue des prisonniers de conscience, dont un grand nombre de pratiquants de Falun Gong, pour alimenter le commerce d'organes. Sur le plan médical, il devient évident que coopérer avec ce système, c'est en réalité l'aider dans ses violations des droits humains. Pour analyser la portée de cette séquence et ce qu'elle nous apprend sur le fonctionnement interne du PCC, je reçois aujourd'hui Joshua Philippe, grand reporter pour The Epoch Times et animateur de l'émission Crossroads. Voilà la question qui se pose. En les laissant faire, ne sommes-nous pas en train de permettre qu'ils sapent l'intégrité de l'ensemble du système mondial? Vous êtes sur American Thought Leaders. Je suis Jan Jekielek. Joshua Philippe, quel plaisir de vous retrouver dans American Thought Leaders. Oui, Jan, je suis ravi d'être de retour. Cela faisait un moment, et il s'est passé beaucoup de choses depuis. Mon Dieu, Josh, on parle de cette industrie des prélèvements forcés d'organes en Chine. Vous et moi travaillons sur ce sujet depuis près de 20 ans. En dehors de quelques chercheurs que nous connaissons tous les deux, très peu de gens se sont réellement penchés sur cette question. Et ce moment, capté par un micro ouvert, où Xi Jinping et Vladimir Poutine évoquent l'idée d'atteindre l'immortalité grâce à des transplantations d'organes en série. Cela, ça a été une séquence surréaliste à mes yeux. Honnêtement, plusieurs jours après, j'ai encore du mal à le digérer. Quelle a été votre réaction ? J'ai été choqué. Choqué, mais en même temps pas surpris, car nous savions déjà que cela se produisait. Nous le savons depuis longtemps. C'était un peu comme si vous enquêtiez sur un meurtrier. Vous savez qu'un crime a été commis, puis vous tombez sur une vidéo où il se vante de la manière dont il l'a commis et de la satisfaction qu'il en tire. Voilà l'impression que cela m'a laissé. Et Yann, je repensais à mes débuts. Je me souviens de mon arrivée à The Epoch Times en 2006, cela fait presque 20 ans. Vous étiez l'une des premières personnes que j'ai rencontrées sur place. Vous formiez certains journalistes. Et je crois que c'est cette même année que nous avons publié les premiers articles sur les prélèvements d'organes à vif en Chine. C'est incroyable de se remémorer tout cela. Tant de choses se produisaient en même temps, à cette époque. D'un côté, il y avait Annie, cette lanceuse d'alerte dont le mari avait prélevé environ 2000 cornées sur des personnes vivantes. C'est ce qu'il lui avait avoué. Il faisait des cauchemars et a fini par lui confesser que tout cela était bien réel. Dans le même temps, en Israël, Jacob Lavey, ancien président de l'association israélienne de transplantation, était parti en Chine pour une greffe d'organes. On lui avait promis un cœur en 2 semaines. Et Jacob a compris qu'il se passait quelque chose de gravement contraire à l'éthique quand une personne est revenue avec un nouveau cœur, après seulement 2 semaines d'attente. Tout cela arrivait en même temps. C'était comme un cauchemar inimaginable auquel nous étions exposés. Et je crois que c'est l'un des aspects les plus difficiles avec ce genre de sujet, avec des crimes contre l'humanité si extrêmes. Je ne voulais pas y croire. Il m'a fallu pratiquement 1 année, je ne me souviens plus exactement combien de temps, pour accepter que c'était vrai, surtout quand David Kilgour et David Matas ont publié leur premier rapport présentant les preuves disponibles. Vous avez mentionné Annie, dont le mari était chirurgien transplantologue et prélevait des cornées sur des personnes vivantes. Je me souviens qu'au début, beaucoup de gens ne nous croyaient pas. Les réactions étaient très dures. Une grande partie des médias n'en parlaient même pas. Et ceux qui en parlaient nous critiquaient « Vous ne faites que rapporter des rumeurs, vous avancez des accusations folles ». Puis les preuves se sont accumulées, d'autres témoins sont sortis de l'ombre, et cela a commencé à corroborer nos informations. Des chercheurs indépendants,
notamment, je crois, la World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong, qui a un nom plus court en chinois mais très long en anglais, téléphonait directement en Chine, dans les hôpitaux. Il y avait des enregistrements où des interlocuteurs disaient « J'ai besoin d'une greffe d'organes, combien de temps cela prend ?» Et on leur répondait « Eh bien, tout dépend de la vitesse à laquelle vous pouvez venir. » Vous parliez d'un rein ou d'un cœur et on vous annonçait 1 ou 2 mois, ou même 1 ou 2 semaines. Les enquêteurs demandaient « Je veux seulement des organes sains. Je sais que les pratiquants de Falun Gong sont très en bonne santé. Avez-vous des organes de Falun Gong ?» Et on leur répondait « Oui, ce sont tous des organes de Falun Gong. » 怎么了，这个？喂，你好，你是中山医院对，是的，日志该病日志中心吗？对，是的。我是要咨询医生。等一会儿啊，我在医生那好吧？好。喂。喂，你好。你好，你是医生吗？这个移植手术啊。那可以做的。那要等多久啊？以后1个礼拜左右就可以做了。他有没有这种列这个法轮功的这种提供的说是很好，这个我们都是这种啊，就是身体好都是列这个法轮功的啊，就是心血吧。几个小时？按理论上说24小时之内都是可以的，知道吗？但是我们一般控制在10个小时之内。 Quand ces enregistrements ont été publiés, j'ai été horrifié. C'était, comme vous l'avez dit, d'une telle violence morale qu'on ne voulait pas y croire. C'est cela qui est frappant face à des crimes contre l'humanité de cette ampleur. On ne veut pas que ce soit vrai. Instinctivement, on rejette l'idée, jusqu'au moment où l'on doit admettre que le mal existe, et qu'il existe encore aujourd'hui. Puis vient la question, comment cela peut-il être permis ? On traverse toute une gamme d'émotions en se confrontant à quelque chose comme ça. Je me souviens qu'en tant qu'organisation de presse, nous sommes tous passés par ce cheminement à l'époque. Vous avez mentionné David Matas et David Kilgour. Je me souviens de leurs commentaires sur la réponse du PCC. Elle n'était pas normale. Matas disait « Au lieu de répondre aux accusations et d'examiner les preuves pour y opposer des contre-arguments, le PCC falsifiait des preuves et critiquait ensuite les preuves qu'il avait lui-même fabriquées. C'était une méthode totalement aberrante pour répondre à des accusations. Pour lui, c'était un énorme signal d'alarme. Le Parti communiste chinois ne cherchait même pas à réfuter les preuves qui lui étaient opposées. Il présentait de fausses informations, puis les critiquait, comme si elles venaient des témoins. Qu'est-ce que c'est que cette manière de débattre? Des années plus tard, j'en vois les faits. Beaucoup de médias qui veulent soi-disant débunker reprennent en fait le narratif du PCC. Ils disent « Le PCC a montré que cette accusation était fausse ». Mais c'était une accusation que le PCC avait lui-même fabriquée. Elle n'avait jamais été formulée par un témoin ou un critique. C'était une production d'éléments falsifiés pour alimenter le débat public. C'est une méthode incroyable quand on y pense, utiliser la propagande pour couvrir un crime. Cela aurait dû être un signal d'alarme pour tout le monde. Et au fil du temps, non seulement nous avons vu les preuves s'accumuler, mais nous avons aussi observé l'intensification de la dissimulation. J'irais jusqu'à dire que beaucoup de médias traditionnels ont participé consciemment ou non à ce que je qualifierais d'omerta. Et je pense que cela a perduré jusqu'à la tenue d'un tribunal indépendant au Royaume-Uni. Ce fut un moment charnière. Pour l'essentiel, à partir de là, de nombreux médias ont reconnu que cela se produisait, à l'exception notable, je crois, du New York Times. C'est fou quand on y pense. Permettez-moi de préciser quelques éléments pour nos téléspectateurs. David Matas, dont nous parlions, est un avocat de Winnipeg, au Canada, spécialisé dans la défense des droits de l'homme, membre du B'nai B'rith Canada. Il a joué un rôle majeur dans la poursuite en justice du dernier criminel de guerre nazi qui vivait encore au grand jour au Canada. Quant à David Kilgour, c'était un ancien secrétaire d'État canadien, un homme fascinant. Il a appartenu successivement aux deux grands partis du pays, les libéraux et le parti alors étrangement nommé progressiste conservateur. C'était un homme de principe. Quand il estimait que son parti allait trop loin, il refusait de le suivre et changeait de camp. Finalement, il est devenu indépendant et a fini par être le député au plus long mandat du Parlement canadien, car chacun savait qu'il défendait sincèrement ses valeurs. C'est ainsi qu'il s'est engagé et qu'avec David Matas, il a rédigé ce premier
dernier rapport, celui qui m'a définitivement convaincu que tout cela était bien réel. Puis vint le China Tribunal en 2020, une initiative extraordinaire menée par Sir Geoffrey Nice, le procureur qui avait jugé Slobodan Milosevic. Il avait convoqué ce qu'on appelle un tribunal populaire. Le standard de preuve adopté était celui exigé dans une véritable procédure judiciaire. Pendant un an, ce tribunal a examiné l'ensemble des éléments disponibles et a entendu de nombreux nouveaux témoins. Ses conclusions furent sans appel. Les prélèvements forcés d'organes sur des prisonniers de conscience avaient bien lieu à grande échelle. Les pratiquants de Falun Gong en étaient très probablement la source principale, avec les Ouïghours comme autre possible population ciblée. Ce tribunal a ainsi consolidé tout le corpus de preuves. Vous pouvez d'ailleurs le consulter vous-même sur le site chinatribunal.org. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est l'importance de la culture chinoise dans la préservation du corps après la mort. C'est là qu'existe un énorme malentendu parmi les journalistes et les critiques. Ils disent « La Chine compte 1,4 milliard d'habitants. Il y a donc forcément beaucoup de dons d'organes. » Mais ce n'est pas du tout le cas. Pendant longtemps, les dons se comptaient seulement par centaines. Presque aucun, en réalité. Je lis énormément d'ouvrages, et si vous parcourez la littérature chinoise ancienne, vous verrez que la préservation du corps après la mort est prise extrêmement au sérieux. Presque personne n'accepterait de donner ses organes. Je vous donne quelques exemples. Dans Au bord de l'eau, ce roman sur une rébellion de bandits renversant des gouvernements tyranniques, une sorte de Robin des Bois chinois, à chaque fois qu'un condamné va être exécuté, il supplie qu'on ne mutile pas son corps, car l'état du corps influence l'esprit pendant le décès. On retrouve cela aussi dans Contes étranges du pavillon des loisirs, un recueil de récits surnaturels. Les taoïstes ont également le registre de Jade, un texte qui ressemble un peu à la Divine Comédie. Il y est question du ciel, de l'enfer et d'avertissement pour les vivants. Tous insistent sur l'importance de préserver le corps, car retirer un organe affecte l'esprit. Dans leur croyance, on ne profane pas un corps, on ne l'ouvre pas, on ne le découpe pas. Et cette croyance est toujours bien vivante en Chine. Les gens ne donnent pas leurs organes, les chiffres le prouvent. Alors, quand on se demande d'où viennent les organes que le PCC obtient, il est évident que ce ne sont pas des dons. Même les autorités sont obligées de le reconnaître. Et ce qu'elles finissent par dire, c'est que ces organes viennent de prisonniers exécutés. Mais alors se pose une autre question. Quels crimes ces prisonniers avaient-ils commis? Étaient-ce des meurtriers, des trafiquants de drogue? Ou bien étaient-ils des croyants, des militants des droits de l'homme, des avocats engagés? Tout repose sur la définition du criminel, selon le Parti communiste chinois. Et c'est là que tout prend un autre sens. Vous avez dit quelque chose de vraiment intéressant. D'un côté, il y a l'approche traditionnelle. En Chine, on ne veut pas qu'on incise un corps, ni qu'on en retire des organes, cette réticence est culturelle. De l'autre, il y a la culture moderne, celle du communisme, où tout le monde sait que le Parti communiste chinois méprise la vie humaine. Pour moi, c'est la double explication qui fait que les gens ne s'inscrivent pas comme donneurs d'organes. Exactement. Et c'est un point essentiel. Imaginez être un citoyen chinois et savoir comment fonctionne l'esprit sous un régime communiste. Si vous êtes victime d'un accident de voiture et inscrit comme donneur d'organes, alors même que vous êtes encore vivant, le médecin sait qu'il peut gagner 50 000 $ en vous envoyant à l'abattoir. Moi, j'en serais terrifié. Jamais je ne signerais un tel document autorisant qu'on prélève mes organes. Parce que, dans un tel système, vous savez que les gens considèrent qu'un individu est parfois plus rentable, mort que vivant. Et c'est la dernière chose qu'une personne sensée voudrait dans un pays dirigé par le PCC. Cela me permet d'introduire un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Mon nouveau livre, Kill to Order, à paraître chez Skyhorse Publishing. Ils prennent un gros risque sur une question qui est vraiment d'une importance capitale, du moins pour moi et pour vous, et j'espère bientôt pour le monde entier. J'ai réalisé que la question des prélèvements forcés d'organes est une lentille parfaite pour comprendre le fonctionnement réel de la Chine communiste, du Parti communiste chinois, et ce dont il est capable. Pour moi, c'est presque une affaire de destin ou de providence.
Cet enregistrement capté par un micro ouvert est sorti quelques semaines après que j'ai signé ce contrat. Nous travaillons à toute vitesse pour le publier en février. Vous me donnez beaucoup de matière à travailler. Et voilà que Xi Jinping et Vladimir Poutine m'offrent une matière incroyable. Merci pour ça. L'un des plus grands malentendus en Occident, c'est que nous ne traitons pas avec un gouvernement normal. Les communistes chinois pensent différemment. Les communistes en général pensent différemment. Leur conception de la valeur de la vie humaine est totalement différente. Qu'est-ce qui est possible? Quelles sont les limites morales? Y en a-t-il seulement? La suprématie du parti est-elle au-dessus de tout? Si l'on ne comprend pas cela, on ne peut pas discuter avec eux de manière efficace, ni protéger son pays. Parce qu'ils vont profiter de vous à l'extrême. Et c'est exactement ce qui s'est produit. C'est là que beaucoup de gens se trompent sur la nature du PCC. C'est l'une des grandes erreurs d'approche. Beaucoup de personnes commencent à se réveiller, à comprendre ce qu'est le communisme, mais il subsiste encore une vision ancienne, où le communisme est perçu comme une simple théorie économique. Entreprise d'État et partage des richesses. Pour beaucoup de jeunes, cela se limite à cela. C'est partager la richesse. Mais ce n'est pas du tout ça. Si vous analysez le communisme, c'est du matérialisme dialectique, une théorie de la lutte humaine. Il s'agit de fabriquer du conflit et de la souffrance, une application du darwinisme à la question sociale, la théorie hégélienne selon laquelle le conflit fait progresser. Comment forcer cette évolution sociale? En organisant une lutte dialectique, c'est la survie du plus apte appliquée à la politique. Vous mettez deux groupes l'un contre l'autre et, comme le disait Hegel, le conflit fait avancer. La lutte des contraires propulse la société vers un futur inconnu, car ils croient que la société évolue comme ça. Ils veulent donc fabriquer de la souffrance. C'est cela que beaucoup ne comprennent pas dans les violations des droits de l'homme par les communistes. Ce n'est pas un accident, c'est le système, c'est ce qu'ils veulent. Prenez un exemple historique terrifiant. Peu après la révolution bolchevique, Vladimir Lénine a provoqué la première grande famine de Russie. On lui dit « Des millions de Russes meurent de faim à cause de vos politiques désastreuses ». Sa réponse ? Tant mieux. Cela leur fera perdre la foi, non seulement dans le tsar, mais aussi en Dieu. Imaginez cela. Ils considéraient la grande famine comme une bonne chose, car elle détournait le peuple de l'ancien régime et de la religion. Le docteur Sean Lin, que nous connaissons tous deux, un médecin militaire, chercheur sur les virus, auteur de plusieurs ouvrages sur les laboratoires chinois, m'a dit un jour quelque chose qui m'a marqué. Il expliquait pourquoi le communisme veut détruire la religion. Si vous regardez l'histoire, chaque régime communiste lance une révolution culturelle pour éradiquer les croyances, la morale et la religion traditionnelle. Tous ont persécuté la religion. Pourquoi ? Sean Lin dit « Parce qu'ils ne veulent pas que le peuple croie à un principe moral supérieur à l'État. » Dans une société traditionnelle ou religieuse, quand quelqu'un commet un méfait, les gens le jugent en fonction de leur culture, de ce qu'ils ont appris, de leurs croyances. Dans un système communiste, c'est une menace pour le pouvoir, car cela place la légitimité du parti sous un critère qu'il ne contrôle pas. Le but de détruire la religion et la culture, c'est que l'État devienne seul juge du bien et du mal. Si vous détruisez la religion, la tradition, la culture, alors ce qui est bien ou mal est ce que l'État décrète. Si l'État dit qu'il est mal d'être propriétaire foncier, alors c'est mal. Si l'État dit qu'il est mal pour un prêtre de prier Dieu avant le parti, alors c'est mal. Et si l'État dit qu'il est bien de prélever les organes de ceux qui s'opposent au parti ou osent maintenir des croyances anciennes, alors c'est bien. Il a le monopole de cette définition, parce qu'il va tuer ceux qui disent le contraire. C'est là une clé pour comprendre la nature du communisme. C'est une croyance anti-tradition, anti-Dieu, anti-vie. Ce n'est pas une théorie économique, c'est une croyance, presque une religion, mais une religion extrêmement perverse qui cherche à redéfinir ce qu'est le bien et le mal, à son gré. Yeah, I mean, 100%. And I think, one of the more recent
Oui, tout à fait. Et je crois que l'un des entretiens les plus fascinants que j'ai réalisés sur ce vaste sujet est avec un sinologue nommé Chen Guangxiu, aujourd'hui à Stanford. Il avait commencé ses recherches en tant que communiste, en allant sur le terrain pendant la Révolution culturelle pour étudier comment le communisme s'appliquerait dans un cadre rural, puisque la théorie parlait de la lutte du prolétariat et des travailleurs. Très vite, il a été étiqueté contre-révolutionnaire à cause de ce qu'il découvrait. En réalité, c'était un chercheur de vérité. Il voulait savoir ce qu'il en était vraiment, et cela a déplu, exactement comme vous l'avez dit. Il a donc passé beaucoup de temps en prison, beaucoup de temps dans des camps de rééducation par le travail, développant des théories au cours de sa vie. Et, par un curieux concours de circonstances, il s'est retrouvé à Stanford comme chercheur. Dans son nouveau livre, Institutional Genes, il examine les éléments du système communiste qui ont rendu le communisme chinois unique et lui ont permis de survivre là où le communisme soviétique s'est effondré. Et voici ce qu'il a compris. Je réalise que cela s'applique directement à l'industrie des transplantations d'organes. Je vais expliquer pourquoi. En substance, il dit que dans le communisme traditionnel, le système est hiérarchique à l'extrême, d'une manière que beaucoup de gens n'imaginent pas. Le parti est au-dessus de tout. La suprématie du parti était la valeur absolue. Elle passe avant tout. C'est ainsi que sont prises les décisions sur ce qui est bien ou juste. L'existence du parti est toujours juste et bonne, et tout doit être sacrifié pour son existence. Dans le communisme traditionnel, les directives descendent du sommet, et la base les applique. Ce que les Chinois ont inventé et que Chen Guangxiu a identifié comme la caractéristique chinoise, c'est qu'ils n'ont plus besoin d'édicter des directives précises. Ils posent de grandes orientations stratégiques venues d'en haut, puis créent en pratique un marché entre les régions pour qu'elles rivalisent sur la façon la plus efficace d'exécuter ces grandes lignes. Et là, vous comprenez probablement comment cela s'applique à la question des prélèvements d'organes. Pendant des années, je me demandais comment cette industrie avait pu croître si vite, si incroyablement vite, après le début de la persécution du Falun Gong par Jiang Zemin et le régime communiste. Je n'aurais jamais cru qu'il puisse être suffisamment organisé pour cela, vu toute la corruption dans le pays. Mais en réalité, il a suffi qu'une personne, dans une région, comprenne. Attendez une seconde, nous sommes en train d'éradiquer ces gens. Les Falun Gong morts en prison sont considérés comme des suicides. Nous avons le champ libre pour travailler sur eux, pour les briser. Nous sommes censés développer notre industrie de transplantation. Il y a des initiatives en ce sens. Nous avons ici un triple gain. Utiliser ces personnes, développer l'industrie de la greffe et, dans ce processus, les éradiquer, pour reprendre les mots de Jiang Zemin à l'époque. Il a suffi d'un individu très malveillant pour enclencher le système, et il a commencé à fonctionner selon la logique communiste. Tous les autres ont dû se dire « Mon Dieu, il a trouvé quelque chose qui marche parfaitement selon les directives du parti. Je ferais mieux de m'y mettre tout de suite, car dans peu de temps, cette région va prendre de l'avance et je risque de tomber. » Et tomber signifiait que des têtes pouvaient littéralement rouler si l'on n'appliquait pas les directives du parti correctement et efficacement. C'est presque comme s'ils avaient trouvé le moyen de rendre le système encore plus pervers en créant ce quasi-marché interne pour mettre en œuvre les orientations stratégiques. Je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. Je crois que nous n'en avons jamais parlé auparavant. Honnêtement, je viens seulement de comprendre cela ces dernières semaines. Oui, c'est en réalité l'un des principaux modes de fonctionnement du PCC, tel que je le comprends. Cela renvoie à la définition même de ce qu'est le politiquement correct. Comment grimpe-t-on dans la hiérarchie du Parti communiste chinois ? C'est en montrant qu'on est prêt à se salir les mains. Si, cette semaine, le parti ordonne d'éradiquer tel groupe ou, comme cela est arrivé, d'exterminer les moineaux, ce qui a provoqué une famine, alors c'est ce qu'il faut faire. Pour gagner les bonnes grâces du parti, il faut exécuter ses objectifs. C'est un système de type pot de vin. Pour progresser, vous devez avoir du sang sur les mains. C'est le fonctionnement d'une mafia ou d'un cartel. Beaucoup de Chinois comparent eux-mêmes le PCC à un État mafieux.
Si vous voulez gravir les échelons, il faut être le plus brutal, le plus impitoyable. Plus vous êtes coupable, plus vous obtenez les faveurs du parti, parce que les coupables sont ceux dont il sait qu'ils ne se retourneront pas contre lui. Tous ceux qui se trouvent autour de la table doivent être compromis. Ceux qui le sont le plus sont ceux dont le parti n'a pas peur. C'est ainsi que fonctionnent ces systèmes hiérarchiques. Et le PCC l'encourage, car chacun sait que pour faire des affaires avec lui, pour en être, il faut jouer le jeu. Quelques exemples. Regardez Hollywood. Le PCC a des règles de censure floues. On le critique souvent car, justement, cette ambiguïté rend les choses pires. Vous ne savez pas ce qui est autorisé ou non. Beaucoup de studios et de réalisateurs l'ont dit. Comme vous ne connaissez pas la ligne rouge, vous êtes incité à vous auto-censurer et à en faire trop pour plaire au PCC. Et cet excès devient la nouvelle norme que tout le monde doit suivre. Les autres studios se disent « Je veux entrer sur le marché chinois. Que dois-je faire ?» Tel concurrent a tourné cette scène en Chine, a mis un acteur chinois, a présenté un récit favorable à la Chine. Je dois faire mieux qu'eux. Et ainsi de suite, chacun va plus loin. En rendant les critères vagues, le PCC pousse les gens à se surpasser dans la soumission. Même chose pour les médias. On peut critiquer un peu le PCC, c'est ce qui brouille les pistes. Mais certains sujets sont interdits. Si vous les touchez, vous êtes expulsé de Chine. Ou, dans les cas les plus graves, vous pouvez être arrêté. En ce moment, des gens sont arrêtés pour avoir mis en doute les chiffres de l'économie, car cela est considéré comme une question de sécurité nationale, alors même que ces chiffres sont truqués. Il y a donc une course. Vous devez vous censurer, jouer le jeu, relayer les faux récits du PCC si vous voulez avoir des accès, de bonnes sources, produire de bonnes histoires. C'est ainsi que l'on comprend, par exemple, pourquoi la NBA a sanctionné Enes Kanter Freedom pour avoir dénoncé l'esclavage en Chine. Pourquoi critiquer l'esclavage est-il devenu tabou pour la NBA? Des joueurs s'agenouillent sur le terrain pour condamner l'esclavage passé aux USA, mais on ne peut pas critiquer l'esclavage du PCC qui se déroule littéralement aujourd'hui. C'est insensé. Absolument insensé. Mais lui est puni. Pourquoi? Parce qu'ils veulent jouer le jeu du PCC. C'est ainsi que fonctionne le parti. C'est une tactique mafieuse. Si vous voulez monter, vous devez avoir du sang sur les mains. Vous devez être compromis, car celui qui ne l'est pas est perçu comme une menace pour le parti. C'est leur mode de fonctionnement. Et pour prolonger un peu cette idée, Josh, j'utilise souvent un exemple qui aide les gens à comprendre le fonctionnement du système. Le communisme fait en sorte d'abaisser le terrain moral de tout le monde. Disons que vous ne faites pas partie de l'élite dirigeante, vous ne cherchez pas à grimper dans la hiérarchie. Vous voulez simplement rester une personne morale attachée à quelque chose qui ressemble au droit naturel. Vous ne voulez pas participer à ce système. Mais le système, lui, fonctionne pour vous compromettre malgré tout. Prenons un exemple concret. Ce qui est arrivé à ma mère en Pologne. Elle a été convoquée par la police politique et on lui a posé une question. « Camarade, pourriez-vous nous dire ce que telle ou telle personne que vous connaissez très bien faisait hier soir ?» Dans son cas, on ne peut évidemment pas répondre « non », car ce serait immédiatement suspect. Elle a dit quelque chose comme « Je ne suis pas vraiment faite pour ce genre de choses ». Alors ils l'ont laissé partir, mais ils lui ont retiré son passeport. D'un coup, elle a été contrainte de se dévoiler. Elle n'était pas une grande activiste, mais simplement une résistante passive au régime, comme il en existe toujours dans ces sociétés. Mais elle avait dû se révéler. Très souvent, il fonctionnait ainsi. Il pouvait dire « Très bien, camarade, c'est intéressant que vous ne vouliez pas nous parler, mais mon collègue est justement à l'école, en train de veiller sur votre fille, pour s'assurer qu'elle est en sécurité. Êtes-vous sûr que vous ne voulez pas nous dire ce que faisait votre épouse l'autre jour? Que faites-vous dans ce cas? Vous parlez. Vous dites tout, car vous êtes contraint de choisir le moindre mal. Vous ne voulez pas courir le risque que votre fille soit blessée. Et à partir de là, vous savez que vous avez mal agi. Vous devez vivre avec cela. Tout le socle moral que vous aviez, votre résistance au Parti communiste,
tout cela s'effrite un peu. Vous sentez que vous êtes brisé. Ces sociétés communistes cultivent ainsi un peuple brisé, plus facile à contrôler. C'est un point absolument essentiel à comprendre. Et il est vrai qu'il est difficile d'imaginer, lorsqu'on vit dans une société libre, comment cela fonctionne concrètement. Même si nous avons vu ces dernières années des variantes plus légères de ce type de pratique. Il y avait une anecdote très répandue à l'époque de l'Union soviétique que j'ai déjà mentionnée. Je ne crois pas que ce soit une histoire réelle, mais plutôt une histoire symbolique que les gens se racontaient. Elle remonte à l'époque de Staline. On disait qu'il avait pour passe-temps de mettre des lunettes teintées de vert à un cheval, puis de placer devant lui une botte de foin sec et dégoûtant. Et il riait en voyant l'animal, croyant brouter une herbe verte et fraîche, manger ce foin pourri et se rendre compte, déçu, de ce qu'il était en train d'avaler. Je ne pense pas qu'il ait réellement fait cela. Peut-être que si. Mais pour moi, c'est un symbole de ce que fait le communisme et de ce que Karl Marx a fait. Il promet aux gens le paradis sur terre, leur fait voir le monde à travers des lunettes roses ou vertes. Et en réalité, il leur sert une bouillie dégoûtante. Puis, rit en les voyant la consommer et découvrir ce qu'ils ont vraiment eu. Il existe une autre histoire qui illustre ce que vous veniez de dire. Joseph Staline se promenait avec quelques-uns de ses cadres. Il lui demande « Comment contrôlez-vous le peuple? Comment contrôlez-vous la population ?» Il répond « Regardez ». Il ramasse un poulet dans une ferme. Encore une fois, c'est sans doute symbolique. Et dit « Regardez, camarades ». Il arrache toutes ses plumes jusqu'à le rendre nu et grelottant. Puis il le repose et lui tend une poignée de grains. « Maintenant, dit-il, ce poulet dépendra de moi pour le reste de sa vie. » Quand vous détruisez la capacité des gens à être autonomes, vous les rendez dépendants. Si le Parti communiste vous dit qu'il est votre grand frère ou votre oncle Staline, il ne peut y parvenir qu'en détruisant votre aptitude à vivre sans lui. Pour justifier son existence, il doit vous rendre stupide, vous rendre impuissant, faire en sorte que vous soyez dépendant d'un système d'assistance sociale, parce que vous ne pouvez plus survivre sans lui. Je crois que c'est pour cela que le communisme provoque des famines. C'est l'une des premières étapes chaque fois qu'un régime communiste prend le pouvoir. Il veut éliminer une grande partie de ceux qui refusent de tuer leurs voisins pour se nourrir. Il veut les plus vils, il veut ceux qui vont contre leur propre nature. Il veut que le mal détruise le bien. Ensuite, il prend ces gens brisés, détruits, qui ont trahi leur conscience et perdu leur foi, et c'est avec eux qu'il construit le nouveau système communiste. Ce poulet déplumé qui mange dans la main qui vient d'abuser de lui, c'est exactement ça. C'est une manière de comprendre un système de gouvernement qui légitime ses propres mécanismes de contrôle de manière honteuse, en abusant les gens, en créant de la peur et de la lutte. Tous ceux qui ont vécu sous un tel régime le savent. Le fait qu'il puisse exister de tels systèmes dans le monde est une perspective effrayante. C'est problématique quand des gens qui n'y ont jamais été confrontés essaient de le comprendre, parce que c'est très éloigné de la manière dont pensent les gens normaux. C'est tellement inconcevable qu'un dirigeant communiste puisse dire « Nous pouvons vivre 150 ans en tuant des gens et en leur prenant leurs organes », et que tout le monde sourit en disant « Excellente idée, camarade ». Quel genre de personne pense ainsi? Quel genre d'esprit peut même imaginer faire cela? Cela nécessite une telle faillite morale que les gens de bien sont presque incapables de le concevoir. C'est terrifiant. Pour développer un peu, quelques jours seulement avant cette séquence du micro ouvert, Armstrong Williams a publié dans le Baltimore Sun une tribune très forte sur le coût de l'engagement avec la Chine communiste. Chaque semaine, il publie un éditorial. Celui-ci m'a marqué. Souvenez-vous, il y a environ un mois, le secrétaire Kennedy a annoncé que certains hôpitaux américains violaient la règle dite du donneur décédé, ce qui signifie que des organes étaient prélevés sur des personnes qui n'étaient pas encore véritablement mortes. Pour l'expliquer brièvement, il existe une question éthique cruciale sur la définition de la mort lorsqu'on prélève des organes. On ne peut pas prélever sur un corps totalement mort. Il faut que la personne soit en état de mort cérébrale, mais avec un corps encore vivant.
Des équipes spécialisées existent pour décider si un cas est éligible ou non. L'accident est-il assez grave? La personne est-elle réellement en état de mort cérébrale? Des erreurs arrivent. C'est un domaine complexe et risqué. En principe, il faut toujours privilégier la prudence. Si quelqu'un a une chance de vivre, il faut lui laisser cette chance. Malheureusement, dans notre industrie de transplantation, on observe un glissement. Le New York Times a même publié une tribune récemment plaidant pour une redéfinition de cette règle en assouplissant la définition de la mort afin d'augmenter le nombre de donneurs potentiels. Ce que souligne Armstrong Williams, et je suis d'accord avec lui, c'est que c'est le prix de notre engagement avec la Chine communiste. En préparant mon livre Kill to Order, j'ai découvert un niveau d'implication inimaginable entre nos hôpitaux, nos entreprises médicales, nos chercheurs et la Chine communiste. J'ai lu que beaucoup des matériaux utilisés dans les transplantations en Chine viennent en réalité d'Occident. Je n'en avais pas conscience. Dans l'American Journal of Transplantation, un article publié il y a quelques années portait un titre glaçant. Exécution par prélèvement d'organes. Les chercheurs ont analysé des milliers d'articles scientifiques chinois liés aux greffes et trouvé au moins 70 cas où la règle du donneur décédé avait été violée. Autrement dit, les auteurs décrivaient eux-mêmes dans leur méthode que le prélèvement avait tué le patient. Cela montre à quel point la pratique est banalisée là-bas. Pour eux, c'est la norme. Ils ne voient même plus que cela enfreint une règle éthique. Je partage totalement l'avis d'Armstrong. En engageant nos médecins, nos chercheurs, nos industries de transplantation avec la Chine, nous pensions aider la Chine, la changer. En réalité, ce sont leurs normes dévoyées qui nous contaminent. Et c'est ce que craint aujourd'hui le département américain de la santé. Sur ce point, je sais que l'ONG Docteurs contre les prélèvements forcés d'organes a depuis longtemps averti que la collaboration médicale internationale avec la Chine permettait en réalité au PCC de renforcer ses pratiques. Contrairement aux autres pays où il faut attendre la mort naturelle d'un donneur, en Chine, le parti peut exécuter n'importe qui et prélever ses organes. Cela leur donne un avantage monstrueux. Ils disposent d'un réservoir inépuisable de victimes et c'est ainsi qu'ils sont devenus des leaders mondiaux en recherche sur la transplantation. Ces médecins affirment que si nous laissons le PCC dominer le secteur par cette collaboration, c'est la morale de tout le système international qui sera affectée. C'est ce que vous évoquiez avec Robert F. Kennedy Jr. L'abaissement des standards. Désormais, on prélève sur des personnes pas totalement mortes. Le New York Times a cautionné cette idée. C'est abject. La question qui se pose est terrible. Acceptons-nous de laisser le PCC miner l'intégrité de tout le système mondial? Cela contredit tout ce que doit être la médecine. En Occident, on parle du serment d'Hippocrate. Les anciens médecins disaient que leur vocation était de sauver des vies. Et voilà qu'on en vient à dire. Je peux sauver une vie en tuant une autre. Comme dans La ferme des animaux de George Orwell. Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. On considère que certaines vies ne valent pas la peine d'être vécues, que certains sont indésirables. Nous sommes en train de normaliser cela. C'est une direction épouvantable pour le monde. Et nous, aux États-Unis, dans le monde libre, nous faisons face à une immense question morale. En collaborant, laissons-nous faire. Pire, contribuons-nous nous-mêmes à ce crime? Vous avez mentionné Auschwitz, l'Holocauste. Dans le passé, ceux qui collaboraient étaient jugés coupables par l'histoire. Je me pose la question. D'ici 5, 10 ou 20 ans, quand le PCC n'existera plus et que la vérité éclatera, et elle est déjà largement connue, comment l'histoire jugera-t-elle ce que nous avons fait, nous, nation libre? Qui seront les héros? Qui seront les complices? Cette question demeure. Quel jugement portera l'avenir sur nous pour avoir laissé faire tout cela? J'y pense beaucoup, en fait. Vous avez raison. Cette administration et ce congrès ont une occasion historique d'intervenir. Ce matin même, avant notre émission, j'ai découvert quelque chose de nouveau. Vendredi dernier, en réaction à la tribune d'Armstrong Williams, le département américain de la santé a publié un communiqué. Ils ont écrit ceci. En Chine, le prélèvement forcé d'organes sur des prisonniers se poursuit depuis plus de 20 ans.
Pour affirmer le caractère sacré de la vie humaine, l'Amérique doit rompre ses liens avec le système de transplantation d'organes chinois. Cela montre que, dans cette administration, certains commencent à prendre conscience de la gravité du problème. Pour moi, c'est un basculement considérable après 20 ans d'inaction, alors que nous savions que cela se produisait. Du côté législatif, 6 États américains ont désormais adopté une loi inspirée du modèle israélien de 2008. Le Texas a été le premier, l'Arkansas le plus récent, interdisant au système de santé, à Medicare et aux assurances de rembourser des transplantations pratiquées en Chine. Au Congrès, 3 projets de loi sont en cours. 2 ont déjà été adoptés à une quasi-unanimité par la Chambre des représentants, le Falun Gong Protection Act et le Stop Forced Organ Harvesting Act. Ils sont maintenant au Sénat. Ce sont des textes clairs qui permettront notamment de sanctionner les responsables. Ces derniers, qui cherchent souvent une porte de sortie en cas de chute du régime, pourraient être dissuadés. Chaque sanction pourrait sauver des vies. Un 3e texte est à l'étude en commission à la Chambre. Il va dans le même sens que les législations adoptées par les États. Nous vivons donc un moment décisif. C'est l'occasion, pour beaucoup, de se ranger du côté de la justice, du droit naturel et des valeurs humaines fondamentales. Après avoir suivi ce dossier depuis 20 ans, j'aimerais voir cela advenir. Josh, il va falloir conclure, mais j'aimerais entendre vos derniers mots. Tout nous ramène à cette question. Comment interagir avec le PCC? Quand Nixon et les États-Unis ont ouvert leurs portes à la Chine, durant la guerre froide, l'idée était que l'engagement favoriserait sa libéralisation. On pensait, si nous commerçons avec eux, ils seront moins communistes. C'était une belle idée, un bel espoir, rendre la Chine plus libre. Mais nous avons constaté le contraire. C'est le monde entier qui est devenu moins libre. Le PCC a sapé la liberté d'expression à l'échelle mondiale, endommagé l'intégrité du système financier international. Un des rares secteurs à s'en être réellement découplé est l'industrie spatiale, en raison de l'usage militaire de leur programme. Là, nous avons compris et réagi. Sur le plan médical, c'est désormais clair. Collaborer avec eux, c'est en réalité les aider à commettre des violations des droits humains. La vraie question est là. Est-ce nous qui les influençons ou eux qui nous influencent ? Sont-ils en train de nous faire perdre nos valeurs de nation libre? Un jour, il faudra répondre à cette question. Et j'espère que ce ne sera pas trop tard, car plus nous attendons, plus le jugement de l'histoire sera sévère. Le monde libre, demain, se penchera sur cette période. Et je me pose cette question, comment serons-nous jugés? Ce jour arrivera vite. Joshua Philippe, c'est un immense plaisir de vous avoir reçu. Le plaisir est pour moi, Yann. Merci. Merci à tous d'avoir suivi cette émission avec Joshua Philippe et moi. C'était American Thought Leaders.